Le Black Friday est de retour à Riverintour ce vendredi 24 novembre de 8h à 19h. Offre exceptionnelle avec remise sur les billets d'avion, hôtels, séjours ainsi que les croisières. Rendez-vous dans nos agences au 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 3 rue de l'Église à Grandbourg, Marie-Galante, 42 rue Saint-Jean au Moule, 16 rue Lamblardie à Paris 12e. Tirage au sort en fin de journée avec des billets d'avion à gagner sur Paris, sur le régional et des cadeaux toute la journée. Tentez votre chance le 24 novembre, voire conditions en agence. Hexagone, actualité. Monsieur le Président de la Polynésie française, cher Président, Monsieur le Ministre, les chers parlementaires d'outre-mer, Mesdames et Messieurs les présidents de l'association départementale de mer, Monsieur le Président de la CCDOM, Madame la Présidente d'Interco Outre-mer, Mesdames et Messieurs les maires et présidents d'intercommunalité, mes chers collègues, je salue également le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, mon général, messieurs les généraux, mesdames et messieurs les officiels, et puis je vous salue tous très nombreux. Nous battons nos records d'inscription sur cette journée consacrée aux Outre-mer, au pluriel, et je me réjouis de vous voir aussi nombreux dans la salle, de même que les membres des instances de l'Association des maires de France, et vous me permettrez de saluer Monsieur le Premier vice-président, cher André Léniel, cher André, Madame la secrétaire générale, chère Muriel Fabre. Comme chaque année, et nous y tenons, en pré-ouverture de cet événement qu'est le Congrès, le Salon des maires, porte de Versailles, dès demain, nous organisons notre journée des Outre-mer avec vous pour évoquer des problématiques au cœur de la cohésion de la République française, pour évoquer des sujets souvent pointus et qui renvoient à la justice de la République française. La République est une et indivisible, mais ces problèmes, évidemment, tiennent compte des réalités locales. C'est d'ailleurs tout le combat historique de l'AMF que de rappeler que l'action publique a du sens et de la performance lorsqu'elle est en phase avec les réalités locales et que les réalités locales sont toujours bien traitées lorsque les maires peuvent travailler. Cette considération générale est un peu notre mantra, quel que soit le sujet qui soit évoqué. Alors la France est une et indivisible, mais a une multiplicité géographique. Elle a plusieurs géographies. D'ailleurs, c'est toute sa richesse et toute sa beauté, et c'est tout ce qui en fait aussi sa singularité. Et l'enjeu pour nous est de trouver l'articulation entre une règle qui, par définition, doit être générale, impersonnelle et commune, et la nécessité, la capacité de tenir compte de ces géographies. Vous le savez plus que quiconque dans les Outre-mer. Nous le savons tous aussi dans nos communes de l'Hexagone. Je le sais dans ma commune, qui a pour particularité d'avoir un archipel, les îles de Lérins, alors dont la surface fera sourire le président de la Polynésie française, évidemment. Donc je n'y vois pas une comparaison qui serait déraison, mais dire que simplement le plaisir pour moi qui est celui de partager cette responsabilité de protéger les merveilles maritimes et les merveilles de nos îles. Depuis 2 ans, nous nous sommes attachés avec l'équipe qui est la nôtre, celle de l'AMF, à faire en sorte que les problématiques, que les attentes, que les sujets, que les propositions des Outre-mer soient mieux entendues. C'est une ardente nécessité, car l'unicité de la République française, dans le cas contraire, ne resterait qu'un slogan creux et non pas une réalité vécue par tous nos compatriotes ultramarins.
Comment l'avons-nous fait au sein de l'AMF? D'abord, et ça a été un des premiers actes du nouveau bureau qui a succédé aux élections il y a 2 ans, en intégrant la CCDOM au bureau de l'AMF en tant que membre associé. Et puis nous avons créé une délégation, et je salue les représentants de la délégation ici, une délégation des communes des départements d'outre-mer, dont nous nous sommes attachés à tout de suite donner une forte représentativité et qui a été très rapidement reçue par le ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, et qui est devenu un interlocuteur privilégié de l'exécutif, qui a ainsi marqué la reconnaissance de notre démarche, de votre démarche et de la démarche que nous menons ensemble. Avec la délégation, nous avons œuvré, tenté de faire en sorte que les lois, dans leur application, correspondent à la réalité des Outre-mer. Ce fut le cas sur la loi 3DS, où malheureusement, nous n'avons été que trop peu entendus. Ce fut le cas dans le cadre des projets de loi de finances, mais je suppose que vous évoquerez tout à l'heure ces sujets, et j'ai promis que je ne déflorerai pas le thème des tables rondes et des ateliers qui vont être réunis. Je me permets de dire aussi que nous avions alerté avant tout le monde, ici, sur la situation à Mayotte. Cela avait été le cas il y a exactement 1 an, ici, à Issy-les-Moulineaux, et d'ailleurs j'en profite pour remercier André Santini et la municipalité de son accueil. Ça avait été le cas quelques semaines avant, où nous avions organisé un point presse qui avait permis d'alerter l'opinion publique et les pouvoirs publics sur cette situation absolument étourdissante de difficultés, de violences subies à Mayotte. Et je me permets d'adresser un salut particulier, Monsieur le Président, à tous les élus mahorais ici présents, à qui nous exprimons, comme toujours, notre soutien, notre solidarité, notre disponibilité, non seulement face à cette crise de l'insécurité et d'une immigration incontrôlée sur Mayotte, en saluant les efforts qui ont été engagés par le ministère de l'Intérieur, mais en étant très conscient sur la nécessité d'agir pour que ces efforts soient constants, soient permanents. Parce que malheureusement, et c'est un travers que l'on reproche régulièrement, à juste titre, à l'exécutif, les efforts sont souvent annoncés de façon claironnante dans la tempête médiatique ou émotionnelle qui suit des événements tragiques tels que ceux qui ont été connus et qui sont encore rencontrés à Mayotte, et puis, dans le temps, ça s'étiole. Mais c'est vrai partout, mais c'est d'autant plus dramatique que la situation est tendue à Mayotte. Et puis nous pensons bien sûr à cette situation au regard de l'accès à l'eau potable, et notre République française ne peut pas être digne dans la durée si elle n'est pas en mesure de garantir l'accès à ce qui caractérise la vie humaine, qui est l'eau. Donc cette problématique-là, il me tenait à cœur de la mettre en exergue dès ce propos introductif pour dire à quel point nous sommes à vos côtés et à quel point nous espérons être entendus. L'Association des maires de France a poursuivi les travaux sur les finances en lien avec, cher André, le comité des finances locales, en participant notamment à l'étude sur les prêts bonifiés de l'AFD. Les membres de nos instances sont allés à votre rencontre, au-delà du plaisir que nous avons toujours aussi à accueillir dans les locaux parisiens de l'association de tous les maires de France, qui est l'AMF, et des présidents d'intercommunalité. Et je pense en particulier à Muriel Fabre, notre secrétaire générale, qui est allée à la Réunion, et aussi à notre secrétaire général adjoint, Joël Balandreau, qui est allé au congrès de la CCDOM en Martinique. Moi-même, j'ai eu l'honneur et le plaisir de me rendre en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe en janvier dernier. Je crois, et ce sera, j'approcherai du terme de mon propos en m'extrayant de mes notes, je crois qu'en fait, tout ce que vous pouvez témoigner et que nous pouvons relayer, non seulement permet de bien identifier
la singularité, l'intensité des difficultés différentes selon les Outre-mer. Les difficultés à La Réunion sont totalement différentes de celles des Antilles, de la Guyane, etc. Mais de bien les mettre en exergue pour appeler à une approche de l'État qui soit équitable et qui doit passer par une nouvelle politique de l'aménagement du territoire. C'est une ardente nécessité de justice, d'équité, d'efficacité, d'unité de la République française que d'avoir cette exigence d'aménagement du territoire par l'État. Et lorsque, physiquement, on se rend compte de l'état de la principale route en Guyane, par exemple, et que l'on constate que sur certains ponts, on ne peut pas se croiser à 2 véhicules, on se dit comment est-il possible encore au XXIe siècle que l'on n'ait pas réussi à régler un tel problème. C'est aussi simple que ça. Et les exemples, ils sont ultra nombreux. Donc cette voie-là de l'équité, de la justice, l'Association des maires de France s'attache à la porter. Dire aussi que tous les sujets évoqués renvoient à cette relation entre l'État, dont nous sommes partie prenante, nous faisons partie de l'État, les uns et les autres, et nous sommes attachés à un État fort sur ses missions, qui nous entravent moins a priori, mais qui nous permettent plus a posteriori de veiller à la justice et qui nous accompagnent. Mais dire que finalement les problématiques, et je pense à celle par exemple qui a été évoquée l'année dernière, non seulement il y a une singularité, mais il y a finalement aussi une annonce de ce qu'il va se passer partout sur le territoire national. Je trouve que très souvent, et moi c'est ce que j'ai ressenti en vous rencontrant, en vous écoutant, en vous observant dans vos actions, très souvent vous nous alertez sur des situations, certes exacerbées dans les Outre-mer, mais qui concernent tout le territoire national. Et c'est cela que nous devons arriver à faire passer comme message auprès de toutes les autorités et de l'opinion publique française. Nous évoquions l'année dernière la sécurité. Évidemment que les problèmes d'insécurité ultra-violents sur le territoire hexagonal, liés au trafic de stupéfiants, et malheureusement, notre actualité est émaillée de ces règlements de compte à armes automatiques qui font des morts, y compris des enfants innocents, victimes de balles perdues. Eh bien, je me dis que si les pouvoirs publics et si l'opinion publique, si nous tous avions mieux écouté depuis des années les alertes que nous adressaient, notamment les élus locaux, les maires des Antilles françaises, qui est une des voies de transit d'une certaine forme de stupéfiants depuis l'Amérique latine, eh bien nous aurions été plus performants. Si on ne coupe pas le flux de stupéfiants, on ne réglera pas le problème du deal. Donc si on n'arrive pas à donner les moyens nécessaires à nos Outre-mer pour qu'elle ne soit pas la porte d'entrée de la drogue, eh bien on ne réglera pas les problèmes. Nous évoquions l'année dernière les problèmes de logement. La crise du logement sur tout le territoire national ne fait que commencer et va être un des sujets majeurs, à la fois de politique publique, mais surtout de vie réelle et de classes populaires, de pauvres et de classes moyennes qui n'arrivent plus à accéder au logement. Ces sujets-là ont été en partie connus et exacerbés dans les Outre-mer. Cette année, nous parlerons de pouvoir d'achat, de vie chère. Alors c'est vrai que je ne suis pas... Cette expression de vie chère, moi je ne l'aime pas spontanément, non pas que je nie la réalité, puisqu'on sait que si un couple, un ménage faisait ses courses au prix moyen des denrées outre-mer dans l'Hexagone, il paierait entre 37 et 40% de plus. Hein, donc c'est une réalité. Mais je trouve que ça extériorise presque la responsabilité. Et en réalité, nous sommes dans un système qui a tellement privilégié une économie de l'export qu'elle a empêché parfois, et souvent, la création de filières locales vertueuses, y compris en termes d'accès tarifaire aux produits. Nous évoquerons, bien sûr, à travers cette problématique de la vie chère, les sujets de fiscalité, avec le gouvernement qui a annoncé sa volonté de réformer l'octroi. Nous sommes bien conscients des difficultés liées à l'octroi, mais soyons vigilants. Quand une mesure est proposée spontanément, notamment par Bercy, et que personne ne m'en veuille, y compris ceux qui nous écoutent et nous regardent, on peut
légitimement imaginer que la réforme proposée pourrait, vous voyez les précautions que je prends, se traduire par une perte d'autonomie financière, de captation de l'État, de certaines ressources. Nous avons déjà payé pour voir, et pas qu'au sens figuré. Donc cette problématique de l'octroi doit être abordée avec beaucoup de prudence. Et nous n'accepterons pas des discours qui consistent à dire que l'on doit enfin agir pour la décentralisation et des actes qui continueraient, hélas, à recentraliser l'action, y compris les ressources financières. Il n'y a pas d'efficacité sans liberté, il n'y a pas de liberté sans responsabilité, et pour une collectivité sans responsabilité fiscale. Donc la capacité de maîtriser ces taux, d'envisager ces ressources de façon démocratique, en respectant le contrat social local, doit être au cœur de nos réflexions. Et puis nous parlerons du foncier, et il est vrai que le sujet est majeur. Les problématiques cadastrales, les problématiques de numérisation aussi d'ailleurs, des documents d'urbanisme, les sujets d'accès au foncier pour les communes, notamment au foncier propriété de l'État, dans certaines des Outre-mer, avec des enjeux très importants, et l'accès à ce foncier à des conditions viables au sens financier du terme, et juridique, et sur la capacité de maîtriser ensuite ce foncier. Les conditions d'application du ZAN, nous avons avec l'AMF obtenu des avancées en la matière, mais on sait très bien que ce système est vicié dès l'origine. Bref, des sujets qui sont au cœur de la capacité des Outre-mer de se développer en cultivant une singularité locale par l'autonomie financière notamment et juridique, mais aussi de la capacité de la France d'être une république une et indivisible. Parce que l'enjeu, il n'est pas qu'institutionnel ou financier. L'enjeu, il est culturel au regard de tous les débats qui accompagnent aujourd'hui la perception de la République française et de nos démocraties en interaction avec ce sujet douloureux, difficile, de la colonisation. Il est culturel, il renvoie donc à ce qui fait la force et la puissance d'une République française dont l'universalisme ne doit pas être que virtuel et dont l'universalisme qui consiste à considérer l'autre non pas sur sa condition sociale, sur son sexe, sur son âge, sur sa couleur de peau, sur ses croyances, mais à le considérer comme souverain dans sa citoyenneté française, est un trésor. Cette universalité républicaine, c'est celle malheureusement qui est attaquée lorsque l'antisémitisme se développe, lorsque le racisme s'exprime, lorsque l'État n'assume pas sa mission de justice au sens propre du terme, et de justice territoriale. Alors, comme j'aime dire « vive la France », je dis « vive la France », vive nos Outre-mer, vive la République française, et merci à vous, vraiment, de votre présence aujourd'hui. Merci. Merci David Lisnard, merci Monsieur le Président de l'Association des maires et président d'Intercommunalité de France pour cet accueil, mais qui était déjà une introduction à nos tables rondes. Première table ronde, vous le disiez, qui parlera des désordres financiers, lever les ambiguïtés, donner aux élus les outils pour concilier concrètement les usages. Et pour en débattre, j'invite à nous rejoindre Thani Mohamed Swahili, sénateur de Mayotte, Muriel Fabre, la secrétaire générale de l'AMF, maire de Lampertheim, Liliane Piquion, qui est la présidente d'Interco Outre-mer. Voilà, vous installez dans l'ordre d'appel. On a fait simple. Voilà, Madame Piquion, vous êtes conseillère communautaire à Cap Excellence. Cap Excellence, c'est 6 communes des villes des Abîmes et de Pointe-à-Pitre notamment. Et je le disais, présidente d'Interco Outre-mer. Michel-Ange Jérémy, président de l'Association des maires de Guyane, le maire de Sinnamary.
Et puis Madi Souf, le maire de Pamanzi, président de l'association des maires de Mayotte. Voilà, installez-vous, mesdames, messieurs. Et donc, parler foncier, parler aussi logement, parler succession, héritage, tout un tas de sujets qui touchent au foncier et à sa gestion. Parler aussi du foncier de l'État, et David Lisnard l'a évoqué dans son introduction. On va faire avec vous un état des lieux. Et nous allons ensuite... Oui, Madame la secrétaire générale. Justin Panfil est sur cette première table ronde. Je voulais vous garder sur la vie chère, mais j'ai désolé. Voilà, nous sommes maintenant au complet, je vous prie de m'en excuser. Oui, donc le foncier dans tous ses aspects, c'est ce dont nous allons parler justement. Et nous allons voir ensemble, dans la diversité de vos territoires, comment on gère cette question, comment aujourd'hui on fait face, et on essaie aussi de faire face dans le cadre d'un dérèglement climatique qui concerne toutes les collectivités locales. On va commencer avec vous, Michel-Ange Jérémy. Comment aujourd'hui la question est vécue en Guyane, car bien évidemment, elle est très très diversement gérée selon les territoires, selon les départements. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais m'affranchir du protocole pour ne pas manger du temps dans mon intervention. Alors, quand vous avez parlé du désordre foncier en Guyane, il me revient quand même de rappeler un bref historique. La Guyane, l'État français, a 93,6% du foncier en Guyane. Et cette propriété date d'une ordonnance royale de 1825. Bien sûr, qui a été complétée, qui a été validée par le décret de 1898. À ce jour, beaucoup de points ont été abrogés, mais pas sur le foncier en Guyane, sur l'appartenance à l'État. Je rappelle, donc je prends mes chiffres de l'Observatoire du foncier de la Guyane, seul 0,22% du foncier appartient aux collectivités, donc c'est très peu. C'est rien du tout. Donc conséquence pour nous, pour les collectivités, pour les communes, très peu de possibilités de maîtriser, d'avoir une réserve foncière, de vous pouvoir maîtriser, aménager aisément la commune, les intercos. Également, on voit bien que l'État négocie directement, gré à gré, avec certains partenaires privés, de grands projets privés, publics. Alors, si on prend l'exemple du spatial, je reviendrai sur le spatial, qui détient 700 km² du foncier, plus que la collectivité. Également, grâce à les conséquences pour l'État, la Guyane, c'est essentiellement un département avec beaucoup de forêts. Donc ça permet à la France d'atteindre ses objectifs au niveau de la décarbonisation par rapport à la neutralité carbone, ce qu'on appelle le puits carbone. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la Guyane. Donc les conséquences directement intra-départementales, peu de possibilités d'aménagement, une prolifération de l'habitat indigne. Alors c'est pas la seule cause, mais en tout cas c'est une des causes sur la prolifération d'habitat indigne, de bidonvilles qui se prolifèrent. Je vous rappelle qu'en 85, François Mitterrand disait « Comment peut-on lancer des fusées sur fond de bidonvilles ?» Mais c'est ça la réalité de la Guyane, avec un département immensément riche, comme j'aime dire. Et je rappelle, 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté, contre 14%. Et donc voilà, donc je vous disais qu'en 2017, nous avons eu des mouvements sociaux. Donc les Guyanais ont dit à l'État, nous, bon, qu'est-ce ça? Donc madame, une des ministres, non, c'était pas vous, c'était bien vous? Donc c'était Erika Barrette. Nous, bon, c'est-à-dire que nous en avons marre de ça. Et donc il y a eu des accords de Guyane avec une rétrocession de 250 000 hectares pour les collectivités, 400 000 pour les peuples autochtones, 25 000 pour les agriculteurs, mais vraiment une goutte d'eau dans le foncier immense. Alors je parlais vraiment de l'activité spatiale, c'est 700 km² à peu près. La Martinique, c'est 800 km². Ça veut dire que le spatial détient quasiment la superficie de la Martinique en Guyane. Et vous savez que le spatial bénéficie des dérogations en matière fiscale. Donc vous imaginez si le spatial, en tout cas l'imposition foncière était appliquée au spatial,
Donc il y aurait eu pas mal de dotations qui rentreraient dans les comptes des collectivités. Et bien sûr, avec tout cela, impossibilité d'appliquer l'objectif du ZAN, également avec l'avis conforme de la CDPENAF. Je rappelle, seul en Outre-mer, la CDPENAF exige un avis conforme. Donc du coup, en fait, on ne voit pas en Guyane comment peut se développer, et on parle même d'une équation pour moi qui est insolvable. O-News Radio sur outremernews.fr.